Donc, je suis enchantée de commencer, de lancer cet événement, cette conférence, qui est notre première conférence en langue française. Je m'appelle Anna Triandafilidou, je suis chaire d'excellence de recherche au Canada en matière d'immigration et intégration. Et je suis là avec mes collègues pour parler des mots de la diversité, les mots, the words, et les mots, le mal, les mots, donc the problems de la langue de la diversité. Et en fait, c'est un événement, je crois, bien, comment dire, bien focalisé sur les malentendus qu'on peut avoir entre chercheurs dans la même langue ou bien dans différentes langues. Pour ne pas prendre plus de temps, je suis ravie d'introduire Adrien Laroche, qui est attaché culturel au consulat du Canada à Toronto. Mais à part ça, Adrien, il est un collègue, il est un chercheur, mais aussi il est un écrivain, un philosophe. Comme on dit en français, il est un normalien. Bon, Adrien, personne n'est parfait. Et il a bien voyagé, il a fait… et en fait, il a pas mal écrit, soit sur la diversité, soit aussi des ouvrages, comme je disais, comme écrivain, des romans sur la diversité. Et puis, je voudrais aussi introduire Amin Moghadam, qui est un Senior Research Fellow avec l'équipe du CERC, de la chaire d'excellence. Et je dois remercier et féliciter soit Amin, soit Adrien, parce que si ce n'était pas à eux, on ne serait pas là. Et je suis contente de dire que grâce à Amin et aussi à Younes Ahouga, qui est un autre chercheur qui est avec nous, un chercheur de l'équipe du CERC, on est en train vraiment de lancer une série d'activités en langue française. Et bien sûr, en fait, on fait en interprétation simultanée pour que ça soit accessible à tout le monde. Voilà, Adrien, c'est à vous. Eh bien, bonjour à tous et merci beaucoup Anna Triandafilidou pour cette introduction généreuse. J'aurais peut-être pas parlé de mon travail de recherche, mais en fait, j'en dirais peut-être un mot juste après. Mais ce que je voulais d'abord dire, donc, c'est que au nom du consulat de France à Toronto, je suis avec Éloi Astier, qu'on peut ajouter à la liste de ceux grâce auxquels cette manifestation se tient, donc avec Amine et Younes aussi. Bref, on est très heureux du partenariat entre Ryerson University, le CERC, donc la chaire d'excellence des migrations, sur l'immigration et l'intégration, et de ce partenariat et qui est mise en œuvre avec cette conférence qui a vocation à être déclinée avec d'autres rencontres sur les mots de la diversité. Donc, ce que je voulais dire d'un mot, c'est que le projet, c'est d'observer les pouvoirs du langage, les questions d'expression utilisées dans les études migratoires et urbaines, et notamment ces termes de diversité, de multiculturalisme, d'intégration, etc. Mais je laisse Amine développer ça. L'idée, c'est que avec Anna, qui souhaite, si j'ai bien compris, développer la francophonie au sein de cette chaire d'excellence, on va faire d'autres rencontres, on va continuer à travailler sur ces sujets. Et encore une fois, un énorme merci pour cette proposition. Et donc oui, ça m'a rappelé, mais j'en dirai juste un mot, ça m'a rappelé mon travail de doctorat. Je me suis soudain souvenu avec Amine en discutant que j'avais qu'il y avait notamment un chapitre de ma thèse consacré aux questions des frontières, des marges, des limites et des marches. Et notamment, puisque toute ma thèse que j'avais en partie rédigée à l'Université européenne à Florence portait sur la relation entre politique et langage chez l'écrivain Jean Genet. Et juste un mot de Jean Genet sur ces questions de frontières, notamment, mais donc on parle bien des frontières des pays, mais aussi les frontières du langage. C'est ça qui va être intéressant dans cette série de rencontres. Par exemple, Jean Genet disait, je le cite, « Il faut remettre en question l'appartenance d'un homme au pays où, tout compte fait, fortuitement, il est né. »
Et il disait aussi, la vraie patrie, toute patrie est une blessure. Bref, tout ça pour dire qu'on va avoir le temps au cours de ces différentes rencontres d'explorer tous ces termes de patrie, d'identité, de nationalité, de nationalisme, etc. Et donc, je suis très heureux aujourd'hui qu'on accueille 3 chercheurs, hein, Mireille Paquet, Annick Germain et donc Franck Mermier en France, dont Amine m'a beaucoup parlé aussi. Donc, je vous laisse tout de suite la parole à Amine. Et encore une fois, merci à tous d'être là et pour cette première rencontre. Oui, merci. Bonjour à tout le monde. Merci Anna pour ta présentation et aussi pour le soutien à ce projet. Merci Adrien et toute l'équipe du consulat de France à Toronto pour votre soutien et aussi pour cette belle introduction en parlant de Jean Genet. Bienvenue à notre première rencontre en français au sein de la chaire d'excellence pour la migration et l'intégration. Je suis Amine Ougadam, chercheur au CERC et géographe. Et c'est avec un grand plaisir que je vais modérer ce panel aujourd'hui. Panel qui, comme vous l'avez vu jusqu'à présent, est le résultat d'une réflexion collective au sein du CERC et qui s'intéresse, comme vous avez vu dans le titre, à une réflexion, donc à l'usage des expressions et des mots et concepts dans les études migratoires et urbaines selon les disciplines et contextes distincts représentés donc par nos intervenants, des géographes, politologues et sociologues. Donc, avec notre volonté de développer la francophonie et les réseaux francophones de la recherche, l'idée de parler des mots et des concepts nous a semblé adéquate. D'abord parce que dans notre quotidien de chercheurs, nous sommes constamment confrontés aux difficultés de traduire aussi bien les mots que les contextes. Donc, quand on travaille parfois sur des aires culturelles qui ne sont pas celles des contextes dans lesquels on habite, donc sur lesquels nous reviendrons. Et ensuite, parce que les mots comptent et à travers une problématisation de leur usage, nous pouvons aussi poser des questions sur les phénomènes sociaux et sur le rapport de pouvoir qui les caractérise. Voilà, quelques mots juste pour vous donner un peu une idée de pourquoi nous avons décidé de commencer notre activité en français par les mots. Et nous espérons donc que cette première rencontre en français sera le début d'une activité suivie pour consolider nos réseaux francophones par le biais des rencontres et des publications. Évidemment, vous resterez informés de ces activités. Alors, pour venir à notre panel, donc je suis ravi d'accueillir malheureusement virtuellement les 3 intervenants de notre panel aujourd'hui. Annick Germain de l'Institut national de la recherche scientifique à Montréal, et Franck Mermier, anthropologue du Centre national de la recherche scientifique CNRS à Paris, et Mireille Paquet de l'Université Concordia de Montréal. Je reviens sur quelques aspects techniques dont Anna a parlé au début de la séance. Donc, tout au long de l'événement, notre conférence sera interprétée, traduite simultanément en anglais. Vous avez le choix d'utiliser soit la chaîne en anglais, soit la chaîne en français pour avoir accès à l'interprétation. Et vous aurez également les sous-titres aussi bien en français qu'en anglais. La première intervention est donc celle de professeur Annick Germain, sociologue au Centre Urbanisation, Culture et Société de l'Institut national de la recherche scientifique. Pour votre information, les biographies complètes sont partagées donc dans le chat. Et ensuite, à la fin des présentations, vous pouvez également poser des questions dans le chat box de Zoom. Donc, la première intervention de professeur Annick Germain est intitulée des mots, donc M-A-U-X, homo, M-O-T-S, de la diversité urbaine ou l'inverse, le Québec entre la France et le Canada.
Merci Annick d'avoir accepté notre invitation et nous vous écoutons. Donc, on a environ 15 minutes pour chaque présentation. Alors, merci pour cette très belle invitation. Je vous remercie vraiment à tous. Je suis très, très touchée. Alors, voici mon PowerPoint. Alors, je ne vois pas la manette pour avancer. Ah, voilà, OK. Alors, depuis quelques années, les recherches sur la diversité font face à des dilemmes complexes, car de plus en plus de mots sont pris comme otages par les débats publics et médiatiques. Les notions de race et de racisme systémique en font partie. Mais cela pose aussi des questions sur le choix des objets et même des méthodes de recherche. Comment trouver les bons mots pour décrire les mots sans alimenter ces derniers? Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui pour revenir sur une recherche que j'avais menée avec Xavier Leloup en 2011-2012. Alors, au Québec, le vocabulaire utilisé pour parler de la diversité peut souvent être explosif car surpolitisé. Ainsi, le qualificatif, prochaine diapo s'il vous plaît, puisque ça a l'air que je ne contrôle plus rien. Alors, le qualificatif multiculturel est souvent associé à une politique, celle du multiculturalisme de l'ère Trudeau-Père, que beaucoup voient encore comme une politique au Québec qui survalorisait les identités ethniques minoritaires et noyait ainsi celle des Canadiens français du Québec. Par ailleurs, le Québec ne se reconnaissait pas non plus dans le modèle assimilationniste répandu en France, même si, sur la laïcité, les proximités idéologiques étaient fortes. Tout un courant politique et intellectuel a alors vu le jour pour mettre de l'avant l'interculturalisme qui, au-delà de la variété des interprétations données au fil du temps, reconnaîtrait les différences tout en insistant sur l'identité des majoritaires et l'appartenance à une culture commune. Par ailleurs, les campagnes médiatiques qui ont envahi l'espace public, l'espace des débats publics depuis la crise des accommodements raisonnables, prochaine diapo s'il vous plaît, merci, on finit par nourrir un climat d'hostilité par rapport à toute question liée à la diversité, particulièrement dans ses dimensions religieuses. Parallèlement, s'accentuait un sentiment d'inconfort dans les discours publics sur l'immigration. Des orientations politiques de plus en plus affirmées, souvent nationalistes, visèrent alors à freiner la croissance des flux migratoires, surtout permanents, à la différence du reste du Canada. Dans un contexte saturé par les discours sur l'immigration et par les débats médiatiques, notamment sur la laïcité, et nourri par de nombreux sondages, il devenait très difficile pour les recherches universitaires sur la diversité d'éviter d'alimenter encore davantage cette saturation, peu importe la nature des résultats. Cette atmosphère d'hostilité reflétait-elle vraiment les difficultés de cohabitation interethnique dans la vie quotidienne des citadins, notamment à Montréal, devenue clairement une métropole de la diversité? Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Nous voulions voir sur le terrain de la vie quotidienne comment les habitants des quartiers montréalais, de plus en plus diversifiés, prochaine diapo s'il vous plaît, merci, composaient avec la diversité. Les enquêtes antérieures nous avaient en effet permis
de dégager un portrait d'une cohabitation multiethnique relativement pacifique, mais distante, dans 7 quartiers montréalais très différents, et ce, en 1995. Est-ce que la situation avait changé depuis? Mais comment enquêter dans un tel contexte, et surtout avec quels mots et avec quelle méthode? Nous voulions éviter d'interroger les habitants sur leurs attitudes face à la diversité et à l'immigration lors des entrevues, ce qui aurait évoqué ainsi le cadrage renvoyé sans cesse par les médias. Le pouvoir performatif des mots n'est en effet pas négligeable. Comment recueillir la voix des expériences citadines dans la vie quotidienne, et plus particulièrement la voix des citadins des classes moyennes, ces payeurs de taxes ciblés par certains partis politiques pour parler, sans en avoir l'air, de la majorité francophone. Prochaine diapositive. Nous avons donc, prochaine encore, passé. Merci. Nous avons donc mené une enquête dans 4 quartiers de classe moyenne à Montréal. Ahuntsic, Vimont en banlieue, Saint-Léonard, qui est un quartier partagé par les Québécois francophones et par les Italiens, et Loyola, un quartier de classe moyenne anglophone devenu très multiethnique. Ces 4 quartiers ont vu tous leur population se diversifier ces dernières années. Alors, nous avons commencé par faire plus d'une centaine d'observations sur les interactions dans les espaces publics, parcs, places, rues commerciales, bibliothèques, marchés publics, sorties de métro, etc. Et puis, à l'occasion de ces observations, nous avons engagé sur place de courtes conversations avec les personnes avec lesquelles nous partagions un espace public. Donc, non à titre d'enquêtrice, mais comme usagère de ces espaces. Ces conversations in situ n'étaient pas enregistrées et ce n'est qu'à la fin de la conversation que nous faisions état de notre recherche et remettions un dépliant qu'on a vu dans la diapositive précédente. Cette procédure avait reçu l'accord du comité d'éthique. Alors, les conversations portaient sur le quartier et ses changements. C'était ça l'objet des conversations. Des quelques 150 conversations ainsi engagées in situ, un certain nombre de constats sont clairement ressortis, en plus d'avoir observé des cohabitations sans histoire dans les espaces publics. Prochaine diapositive. Alors, sans entrer dans le détail de ces observations, prochaine diapo. Merci. Disons d'emblée que la moitié des personnes interrogées n'ont jamais abordé des sujets touchant la diversité ou l'immigration dans ces courtes conversations, pour évoquer notamment les changements qu'elles observaient dans le quartier ou pour les décrire. Ensuite, pour ceux qui abordaient la diversité croissante dans leur quartier, il était souvent question d'une forme de mixité. Et les termes employés étaient souvent inattendus, nouveaux. Quelqu'un nous dira « mon quartier est très polyethnique ». Un autre dira que son quartier n'est pas comme Côte-des-Neiges, un quartier emblématique de la diversité, qui est très cosmopolite. Ici, il n'y a pas de majorité. Plusieurs hésitaient avant de trouver le mot juste pour qualifier les autres. Une femme parlera dans ses constats des voilés. Un autre se fera corriger par sa petite fille en parlant des Africains et des Asiatiques dans son quartier. La petite fille précisera « non papa », des Haïtiens et des Chinois. On peut parler d'une certaine pédagogie de la diversité qui est à l'œuvre dans ces quartiers qui changent et où les habitants hésitent encore quant à la manière de nommer les autres. La grande majorité de nos interlocuteurs insisteront sur les qualités de leur quartier, calme,
vert, agréable, etc. Bref, somme toute, un portrait très différent de celui renvoyé par les médias et les discours publics. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, on a vu que parfois, pour étudier la diversité, il faut éviter d'utiliser le mot, mais surtout qu'il faut pouvoir aller chercher les personnes là où elles sont à partir de leur réalité quotidienne. En guise de conclusion, j'aimerais revenir sur les thèses de mon collègue néerlandais Bart van Leeuwen, qui se méfie des vertus de l'agonisme comme philosophie politique appliquée au niveau de la vie quotidienne des citadins. Là, je vous laisse lire la citation en anglais. Dans la vie de tous les jours, une civilité de côtoiement, minimal side-by-side civility, et un respect des différences portant non sur l'objet des attachements des personnes, mais sur le fait qu'elles y soient attachées, suffisent amplement. Pour citer à nouveau Bart van Leeuwen, what is recognized is the attachment, not what the other is attached to. Dans les interactions dans les espaces publics urbains, les identités culturelles sont généralement suspendues. On sait qu'elles existent, on peut les voir, mais on n'est pas obligé de les connaître. Par contre, il faut éviter de les offenser. Prochaine diapo. Les programmes de rapprochement et de dialogue. Prochaine diapo. Les programmes de rapprochement et de dialogue interculturel évitent rarement une surethnicisation des identifications. C'est pourquoi, en matière de dynamique urbaine, les vertus de l'interculturalisme sont parfois limitées. Pouvoir se côtoyer dans l'indifférence ou différence reste au cœur des principes de la vie urbaine. Merci infiniment de votre attention. Merci beaucoup, Annick Germain, pour votre intervention très intéressante qui pose justement la question d'une part du ressenti, de la diversité, des mots que les citadins choisissent eux-mêmes pour parler de leur quotidien et d'autre part, si je peux me permettre, un peu la récupération dangereuse par le domaine des policies et de la vie politique de ces mots, y compris parfois nous, j'imagine, nos chercheurs qui utilisons des notions qui peuvent être loin en fait du quotidien des habitants. Vous avez aussi insisté sur la notion de l'indifférence qui, je pense, reviendra aussi d'une certaine manière dans la présentation de Franck Mernier qui parlera aussi de la question de l'anonymat dans les... La prochaine intervention est celle de Mireille Paquet, associate professor en sciences politiques de l'Université de Concordia au sein de la chaire de Politics of Immigration et qui nous parlera aussi des mots et des mots, donc les mots cette fois-ci des politiques d'immigration, un regard croisé Canada, Québec et France. C'est à vous, Mireille, nous vous écoutons. Donc, la biographie complète de Mireille sera aussi partagée dans le chat box. À vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de cette invitation, Anna et toute l'équipe. Je dois dire que c'est un réel plaisir de pouvoir s'engager sur ce dialogue autour de, comme Anna le disait, à la fois les mots et les mots avec un X, de la diversité. Et ça tombait très bien parce que je suis présentement en cours de terrain dans le cadre d'un projet de recherche que je vous présente dans un moment qui vise à vraiment explorer la façon dont
les ressortissants français qui s'installent au Québec et dans une moindre mesure au Canada vivent leur expérience. Et dans le cadre de ce projet-là, on a ce qu'on appelle, je vais faire l'expérience des Lost in Translation. Donc, on fait face à des réalisations quant à la dissonance cognitive que vivent nos sujets et qui est renforcée par des discours politiques aussi pour ce qui est de l'expérience des migrations et des mobilités. Et j'ajouterais que pour moi, ça souligne beaucoup de questions par rapport à la façon dont on peut étudier les migrations nord-nord, mais aussi plus largement des dangers qu'on peut vivre en tant que chercheur lorsqu'on assume une proximité culturelle ou même une proximité de classe au sein de certains groupes d'immigrants privilégiés. Donc, pour faire un retour très rapide, parce que ce ne sera pas une présentation de recherche, c'est surtout plutôt une présentation de réflexion, je suis avec des collègues en train d'effectuer une enquête sur l'immigration des ressortissants français vers le Québec et le Canada depuis 2000. Et dans cette enquête-là, on pose deux questions. Donc, d'abord, quelles sont les forces, les politiques et les acteurs qui contribuent à la mobilité des ressortissants vers le Québec et le Canada, mais plus largement aussi, quels sont les parcours migratoires des ressortissants français depuis les années 2000, parce qu'on sait qu'il y a eu un changement considérable dans la forme de ces migrations-là qui sont de plus en plus temporaires. On sait aussi qu'il y a eu des changements au niveau des classes sociales, des personnes qui viennent s'installer et des groupes d'âge aussi. Donc, je pourrais vous faire un portrait plus large de tout ça. Malheureusement, je n'ai pas le temps, mais si ça vous intéresse, je vous invite à suivre mon site web. On a des choses qui vont sortir très bientôt. Et cette recherche est financée par le Conseil de recherche en sciences humaines et sociales du Canada et elle est faite en collaboration avec Shedley Belkoja à l'Université Concordia, avec Christophe Trenel à l'Université de Moncton, un postdoctorant Antoine Mazou-Houdin à Concordia, ainsi que Camille Hamidi qui est à Lyon en France. De quoi on parle en fait? On parle quand même d'un nombre considérable de personnes, de ressortissants français qui s'installent au Canada et au Québec en particulier là, depuis les années 2000. La diapo ici que je vous présente, ce n'est que les entrées au Québec parce qu'au Canada, c'est à peu près 15% seulement des entrées annuelles et la majorité des personnes s'installent au Québec. Donc, en 2000 et 2019, on parlait à peu près de 80 000 ressortissants qui s'étaient installés comme résidents permanents, mais si on compte les immigrants temporaires, on monte jusqu'à près de 500 000 personnes originaires de la France, citoyens de la France qui se sont installés au Québec. Donc, c'est quand même une population d'importance et on sait aussi que les immigrants temporaires de plus en plus tendent à faire un passage vers la résidence permanente. Le Québec a des efforts qui visent tout particulièrement les ressortissants français dans ce cadre-là, en plus de leurs efforts de recrutement à l'étranger. Donc, c'est une population d'intérêt et pour nous, c'est intéressant parce que ça s'inscrit dans une trajectoire historique et ça s'inscrit aussi dans le maintien de liens considérables entre le Québec et la France, tant au point de vue culturel, mais aussi au point de vue de l'action publique. C'est donc un contexte où les mots voyagent. Ils voyagent pour plusieurs raisons. Bien sûr, comme je le disais, à cause des liens historiques et culturels, mais aussi à cause du partage linguistique. Donc, on parle le même langage, bien qu'on le parle très différemment, mais n'empêche, il y a ces postulats, en tout cas, de similarité qui sont extrêmement importants. Et il y a aussi tout ce que j'appelle avec mes collègues dans une publication à venir un régime de facilitation de la mobilité, c'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble d'infrastructures, d'actions publiques, d'acteurs aussi qui sont extrêmement impliqués dans la facilitation du passage vers la France, de la France vers le Québec ou le Canada. Et dans ce cadre-là, on a un postulat important comme je le disais, de similarité, mais aussi du fait que le choc culturel ne sera pas trop grand parce que on s'en va chez les cousins, on s'en va dans une société qui est relativement développée, on s'inscrit finalement dans une mobilité qui est finalement pas tant une émigration, pas tant un départ vers l'étranger, mais bien une expérience dans un contexte plaisant, marqué d'aventure, mais qui n'est vraiment pas marqué par toutes ces émotions-là, toutes ces attentes, toutes ces appréhensions liées à l'immigration. Et ce message-là, je tiens à le souligner, il est renforcé par l'action publique canadienne et du
Québec. Et ce message-là était aussi renforcé par tout un ensemble de référents au sein de la société française. Donc, nous, on s'attendait ou on s'intéressait du moins à comprendre un peu comment est-ce que ce message-là d'une mobilité simple, facile, pas trop complexe, se traduisait dans l'expérience des répondants. Et on est bien sûr en cadre de terrain, donc je ne vais pas vous mettre des citations qui n'ont pas été analysées et tout ça, mais je vais quand même vous parler de ce qu'on a vu à date dans nos entretiens semi-dirigés avec des acteurs du régime de la facilitation de mobilité et avec nos tests préalables chez les ressortissants français. Et la grande chose qu'on voit et la chose la plus importante, je crois, dans le cadre de notre discussion aujourd'hui, c'est l'incroyable expérience de dissonance cognitive et interprétative qui est vécue par les ressortissants français une fois qu'ils s'installent au Québec et au Canada. Donc, il y a un changement, il y a une expérience liée particulièrement aux mots de la migration qui fait qu'il y a un choc culturel qui est inattendu pour ces personnes-là et qui a vraiment un effet sur leur trajectoire au Québec ou au Canada. Donc, je vais parler de 2 thèmes particuliers qui ressortent à date de nos terrains. C'est sûr qu'il y en a plein d'autres, mais ceux-là me semblent les plus intéressants. Donc, premièrement, c'est la question de suis-je une expatriée ou suis-je une immigrante? Pour nous, des chercheurs nord-américains qui travaillons sur l'immigration, on utilise le terme immigrant, il n'y a aucun problème à le faire. Mais par contre, bien sûr, le terme immigrant n'a pas du tout la même charge normative d'un océan à l'autre. Et c'est très intéressant pour nous de voir dans notre terrain qu'il y a un réel rejet de se nommer ou du terme immigrant et il y a vraiment un désir de plutôt se réapproprier le terme expatrié. Bien sûr, ça, ce n'est pas propre aux Français, on le voit en général dans l'immigration nord-nord et l'immigration privilégiée. Donc, d'un autre côté, ce qui est intéressant, c'est que pour les Canadiens et pour les Québécois, le terme expatrié n'a aucune résonance. Ce n'est pas un terme qui est utilisé dans l'action publique et ce n'est pas non plus un terme qui est utilisé dans les médias, dans la culture et tout ça. Donc, on se retrouve avec une migrante qui est un peu, ou une expatriée qui est un peu pris entre 2 pôles de sens, finalement, par rapport à son expérience. Ce que les gens nous ont dit, c'est que se faire qualifier d'immigrant par l'État, par les acteurs communautaires et dans ses relations sociales est vécu comme une forme de violence épistémique. C'est-à-dire que tout d'un coup, on est rappelé à un statut qu'on n'avait pas du tout considéré pour nous-mêmes. Et c'est quelque chose, surtout si on a peut-être des visions assez péjoratives de l'idée de ce que c'est un immigrant, là, peut être extrêmement violent et on a peu de personnes vers qui se tourner pour parler de ça, pour vivre ce genre de trauma-là et ce choc culturel. Et je vois Anna qui rit. Oui, c'est vrai que c'est drôle, mais ça peut être extrêmement significatif aussi pour une personne qui n'était pas du tout préparée à cette expérience-là. Et d'un autre côté, ce qu'on note dans nos terrains, c'est que les gens qui vont s'attacher au registre de l'expatriation vont avoir tendance à plutôt se retourner, se replier sur les institutions et les acteurs de la communauté française à l'étranger. Donc, ça devient un registre d'appartenance différent, mais qui fait finalement qu'il y a une intégration qui ne se fait pas nécessairement auprès de la société québécoise ou canadienne. Donc, ça, c'est le premier mot qui est particulièrement intéressant et qui est ressorti de notre terrain. Le deuxième, c'est la question de est-ce que la mobilité est une émigration, finalement? Et ici, j'ai une diapo du matériel de promotion du gouvernement du Canada là, qui organise des forums annuels. Maintenant, c'est en ligne, mais habituellement, c'était en personne à Paris, à Bruxelles et un peu partout dans le monde francophone pour essayer de recruter des immigrants ou des expatriés, là, bon, peu importe, au Canada. Donc, encore ici, on fait face à une dissonance qui est vécue de façon parfois difficile par les ressortissants, mais qui est aussi renforcée par l'action publique. Donc, à l'étranger, la promotion de l'immigration vers le Québec et le Canada utilise majoritairement le terme de mobilité, probablement justement parce qu'on sait que immigration est peut-être plus péjoratif. Mais une fois qu'on a, et ce terme-là est repris, on tient à le souligner, dans les médias, dans l'action publique et dans les réseaux actifs dans l'immigration en France. Donc, on peut penser au réseau de PVTistes, par exemple. On peut penser à ce que l'Express publie de façon annuelle dans son numéro spécial sur s'installer au Canada, c'est le terme mobilité, c'est expérience mobilité et tout ça, c'est jamais émigration.
Au contraire, quand on arrive au Canada, les institutions de l'immigration organisent l'action publique autour des termes et des thèmes de l'immigration et de l'intégration. La mobilité, tout d'un coup, devient complètement absente une fois qu'on arrive au Québec ou au Canada. Encore une fois, une dissonance intéressante et qui peut avoir des conséquences. La conséquence première de ça pour nous, ce qu'on a vu dans notre terrain, c'est que les ressortissants français ne se sont absolument pas concernés par le discours étatique au Canada et au Québec sur les services pour les immigrants. Donc, on a une panoplie de services qui visent à aider à trouver un emploi, comprendre ce qui se passe au Québec et tout ça. Les ressortissants français n'utilisent pas ces services gratuits-là si on les compare à tous les groupes nationaux. Et la faible utilisation de ces services-là n'est pas un reflet d'une intégration plus réussie ou du manque ou de l'absence de besoin de services. On voit qu'il y a des considérations qui pourraient vraiment être aidées par ces services-là, mais à cause de la dissonance et du changement de langage, ben, ils ne les utilisent pas. Et plus largement aussi, il y a vraiment un sentiment de ne pas se voir représentés et soutenus dans leur trajectoire, par la nouvelle société parce que justement, le thème de la mobilité, l'expérience de la mobilité, la façon dont ils conçoivent eux-mêmes leur expérience n'est pas du tout reprise, est complètement rendue et complètement effacée une fois qu'ils sont arrivés dans leur nouvelle société. Encore une fois, je pense que c'est important de noter que ces expériences-là, c'est des expériences qui sont vécues par tous les immigrants. Mais pour les ressortissants français, parce qu'ils sont attirés par le Québec et le Canada en raison d'une idée d'une proximité, en raison d'une idée d'une aventure, en raison d'une idée que ce sera un mouvement qui n'est pas une migration, bien, ces dissonances-là arrivent comme un choc particulièrement important et particulièrement violent. Ils sont moins à même d'aller chercher de l'aide pour vivre ce choc, pour gérer ce choc-là. Donc, en terminant, c'est des mots qui génèrent des mots. Donc, je n'ai pas besoin de le dire à personne que les mots ont des conséquences matérielles, mais je pense que c'est quand même important de le rappeler que les différences dans le champ lexical ont des conséquences sociales et matérielles pour ces nouveaux arrivants au Canada et au Québec. Et c'est d'autant plus important que le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada considèrent que ce sont les immigrants idéaux. On considère que ce sont des immigrants qui auront besoin justement de moins de services, qui n'auront pas de choc culturel, qui vont s'intégrer très facilement à la société québécoise ou canadienne. Et on voit que ces changements-là et ces problèmes de dissonance-là peuvent en fait représenter des obstacles considérables. Deuxièmement, les postulats de similarité qui sont au centre même de l'action publique rendent particulièrement difficile la préparation en amont et l'adaptation de l'action publique pour essayer de préparer les personnes qui souhaitent venir s'installer au Québec et au Canada à ces dissonances-là. J'ai été avant la pandémie à Destination Canada et je me disais « Ah ouais, c'est parce qu'à Destination Canada, on ne donne pas des bonnes informations aux personnes et tout, on ne leur parle pas de ça. » Mais en fait, le pouvoir de ces mots-là est tellement puissant que même en changeant les vocables à l'heure actuelle, ça devient difficile de sortir de ces paradigmes-là et des sens même donnés à ces mots-là. Et plus largement, ces différences de sens-là, à mon avis, doivent être mieux explorées dans le cadre d'études des mobilités nord-nord, des mobilités privilégiées et des mobilités où la blancheté est dominante, comme c'est le cas de l'immigration des Français vers le Québec et le Canada. Ce n'est pas parce qu'on fait face à des populations où on assume qu'il n'y aura pas de choc culturel qu'il n'y en a pas. Et ces chocs culturels-là et ces problèmes de dissonance ont vraiment des effets sur les trajectoires migratoires. Donc, c'est tout. Merci. Merci beaucoup, Mireille, pour votre intervention très intéressante qui justement souligne les inégalités, en fait, les rapports inégaux qui existent dans l'usage des mots, la manière dont ils sont produits localement et mobilisés de manière différenciée selon le contexte, et qui donc ne renvoient pas aux mêmes perceptions, aux mêmes ressentis en fonction du mot qu'on utilise. Et je pense que, voilà, donc, comme vous avez dit, ce qui a aussi d'une certaine manière, dans notre propre champ des études migratoires, à diviser ou réformer les études migratoires, c'est-à-dire avec les mobility studies, migration studies,
ces divisions qui sont aussi liées en fait à l'usage différencié des mots. Merci encore. Notre troisième intervention avec donc Franck Mermier, anthropologue et chercheur au Centre national de la recherche scientifique CNRS, qui va donc parler de l'usage des mots dans un autre contexte, dans le contexte notamment des pays arabes, avec son intervention intitulée « Traduire la citadinité-urbanité en français et arabe avec l'anglais pour témoin ». Merci Franck d'avoir accepté encore notre invitation et c'est à toi. Et merci encore de parler lentement pour qu'on puisse, pour que les interprètes puissent traduire facilement. Bien, merci beaucoup Amine et merci à tous les organisateurs de ce colloque qui me donnent l'occasion donc de partager ces réflexions et surtout d'écouter des collègues et de partager donc des réflexions sur les notions de citadinité, urbanité, mais on verra aussi d'autres notions, à partir de mes travaux de recherche sur plusieurs villes du monde arabe. J'ai commencé une recherche dans les années 80 lorsque je faisais ma thèse dans la ville de Sanaa, qui est aujourd'hui malheureusement dans l'état que vous connaissez en raison de la guerre. J'ai aussi travaillé sur Aden, également au Yémen, et puis aussi sur Beyrouth. Et puis, dans d'autres recherches, je me suis intéressé récemment, notamment aux communautés arabes installées à Istanbul, en Turquie. Et donc, je me suis aussi plongé à la fois, évidemment, pour ces travaux d'analyse, également sur la littérature sociologique occidentale, mais aussi arabe. Et donc, je voudrais vous faire donc partager ces réflexions sur les notions que j'ai utilisées dans mes recherches, et notamment la notion de citadinité qui m'est apparue notamment dans les années 80, lorsque je travaillais sur la ville de Sanaa et notamment son marché, pour identifier un sentiment d'appartenance à la ville qui, à ce moment-là en tout cas, se différencier de son environnement rural et tribal. Donc, c'est très important de voir justement cette différenciation. Alors, pourquoi le mot citadinité? C'est parce que, en fait, il était utilisé dans les études en français, dans les études urbaines sur le monde arabe à cette période, justement pour désigner cette ressource identitaire et cette notion d'identification, de sentiment d'identification à la ville. Et donc, finalement, ça impliquait l'appartenance à une communauté urbaine, citadine, donc, propre à une ville particulière, évidemment. C'est-à-dire la citadinité que l'on retrouvait à Sanaa n'était pas la même que celle d'Aden ou de Taïz au Yémen. Et puis aussi, par rapport à Beyrouth également, c'est une autre citadinité particulière. Et en fait, si l'appartenance, lorsqu'on sait que lorsque on appartient, on réside dans un centre urbain, finalement, on appartient à cette communauté urbaine, ou en tout cas à cette société urbaine, eh bien, en fait, dans le monde arabe, en tout cas jusqu'à récemment, habiter dans une ville ne signifie pas appartenir à cette ville. Notamment, par exemple, dans le cas de Beyrouth, que j'ai aussi étudié, et c'est bien connu de la part des Beyrouthins, les vrais Beyrouthins, entre guillemets, bien entendu, tout ça, il faut le mettre avec des guillemets, ce sont ceux qui, en général, sont installés depuis plusieurs générations, mais qui sont aussi considérés comme citadins, donc généralement qui font partie des communautés grecques orthodoxes et sunnites de la ville. Un ami sociologue, Ahmed Beydoun, pour ne pas le nommer, puisque lui-même l'a écrit, disait justement que lui qui est d'origine chiite, n'était pas considéré comme appartenant à la ville de Beyrouth, malgré le fait qu'il habitait depuis plus de 50 ans dans cette ville. Donc, habiter la ville ne signifie pas être de cette ville. Le terme de citadinité, rarement répertorié dans les dictionnaires, en tout cas, n'a pas d'équivalent en anglais. On utilise le terme d'urbanity pour ce faire. Et même si ensuite, citadinité, notamment en français, a pu être utilisé en sociologie et anthropologie comme un synonyme ou un équivalent d'urbanité, notamment dans la littérature socio-anthropologique, même géographique, etc. Et pour revenir au monde arabe,
il est intéressant aussi de revenir à une pensée de la ville qui existe depuis fort longtemps au sein de ce qu'on pourrait appeler aussi la pensée politique arabe, et notamment qui tourne autour de la racine du mot qui désigne la ville en arabe, c'est-à-dire la Madina. Madina, en fait, la racine MDN, Madina, servait à désigner aussi la politique, Madani. Ensuite, ça a été remplacé, si on peut dire, par le mot siyasa, donc récemment dans l'époque contemporaine, mais à l'époque du XIe siècle, par exemple, chez le philosophe Farabi, c'est le mot qu'on utilisait pour la politique était le mot Madina, qui signifie ville. Et donc, c'est comme si c'était aussi une traduction. On sait que les Arabes ont été de grands traducteurs, notamment du grec à cette époque. C'est comme si aussi ça servait à traduire aussi le mot polis en grec, qui est polis et politéa. Et si l'on se penche sur les dérivés du terme Madina, donc de ville, on trouve donc des connotations qui ont trait au civil. Madeni signifie aujourd'hui civil, le Mujtama al-Madeni, la société civile, vient donc de Madina. On trouve aussi des revendications récemment, lors des printemps arabes, mais même avant, sur la nécessité d'appliquer un état civil, Daoula Madaniya, Madina, donc toujours de Madina. État civil, pourquoi? Pour se différencier à la fois de l'état religieux et aussi de l'état militaire, comme on voit malheureusement trop souvent dans le monde arabe. Donc et puis aussi, Madaniya servait à ne pas utiliser également, donc civil, servait à ne pas utiliser aussi le mot laïque, qui a des connotations très négatives dans le monde arabe. Et puis, on trouve aussi récemment, enfin depuis les années 50-60, une particularité sociologique que l'on retrouve dans nombre d'œuvres sociologiques arabes. Et là, on peut généraliser, puisqu'on peut voir cela à la fois en Égypte ou en Syrie, au Liban et même au Yémen. C'est une notion tout à fait particulière qui s'appelle la ruralisation de la ville. Ruralisation de la ville, pour nous, ça nous évoque peut-être le fait que migrants ruraux s'installent dans les villes. C'est effectivement le cas, mais en même temps, il y a aussi dans cette notion de ruralisation de la ville des connotations très négatives, c'est-à-dire que les migrants ruraux apportent avec eux leur mode de vie, opposé à la modernité urbaine, et également peut avoir aussi des connotations autres, annexes, connexes, si on peut dire. Par exemple, ils apportent avec eux l'islamisme radical, ou parfois aussi on va mettre sous le couvert de ruralisation de la ville le fait que des minorités d'origine rurale gouvernent en ville, gouvernent le pays, comme par exemple les Alaouites en Syrie, représentée aujourd'hui par Bachar al-Assad, cette minorité alaouite qui était considérée comme d'origine rurale. Donc c'est tout un ensemble. Là, je ne suis pas en train de donner des jugements de valeur pour dire si c'est vrai ou pas vrai, c'est simplement pour montrer ces connotations autour du terme de ruralisation de la ville, qui même en Syrie est arrivé au point qu'on a parlé de ruralisation de la révolution, pour essayer d'analyser le fait que cette révolution, elle a échappé aux mains des militants civils et démocrates du début, pour ensuite s'islamiser et recourir aux armes, etc. Donc il y a aussi cette notion de ruralisation de la révolution qui est finalement un dérivé de cette ruralisation de la ville. On pourrait peut-être aussi voir aujourd'hui, par exemple en France, aussi l'utilisation du terme de banlieue, qui pourrait faire écho aussi à cette notion de ruralisation de la ville, mais avec évidemment d'autres soubassements, mais qui a aussi en lui aussi une dimension de stigmatisation. Alors, pour ce qui concerne justement l'urbanité, c'est un mot qui est une notion qui est utilisée notamment dans la littérature sociologique occidentale depuis fort longtemps, pour désigner des modes de relation et des pratiques sociales proprement urbaines, propres à l'expérience urbaine, mais qui aussi cristalliseraient
l'expérience de la modernité urbaine par rapport à la société traditionnelle. C'est un peu l'opposition entre société et communauté. Et donc, il y a toute une vision positive de l'urbanité qui a surgi, qui a émergé dans ces travaux. Vision positive de l'urbanité de la grande ville, perçue comme espace d'individuation et aussi comme espace de liberté également. Et je renvoie ici à l'étymologie du terme urbanité, hein, qui désignait en latin celui qui a les qualités de l'homme de la ville, hein, et qui prit en français au XIVe siècle le sens de politesse. Hein, donc, gouvernement d'une ville, et puis plus tard devient un synonyme de politesse. Et donc, on trouve effectivement différentes définitions de l'urbanité chez les sociologues et les géographes, par exemple, avec des définitions très, très liminales, enfin, très simples parfois, mettant l'accent sur l'intensité des relations. Donc, une ville, c'est d'abord l'intensité des relations et c'est aussi la diversité des interactions sociales. Par exemple, Richard Sennett, un anthropologue, un sociologue américain, pour lui, une ville, c'est un lieu, c'est un milieu humain dans lequel des individus se rencontrent. Donc, on voit là que c'est en plus une définition très, très, très minimale. Et donc, les villes occidentales seraient aussi caractérisées, sont censées être caractérisées par des formes d'anonymat qui régiraient les relations dans les espaces publics. Donc, une forme de relation qui est finalement propre à cette expérience urbaine occidentale. Et donc, le mouvement incessant de la foule, son hétérogénéité, en fait, la gestion de cette diversité qui nous est imposée finalement, commanderait des attitudes. Par exemple, chez le philosophe allemand et sociologue allemand Georg Simmel, c'est le fait d'avoir une attitude de réserve, blasée de la part du citadin, qui finalement dissimule ou qui montre une certaine indifférence. Selon l'anthropologue française Colette Pétonnet, elle dit que l'essence de la vie urbaine, c'est justement c'est l'anonymat, un anonymat protecteur des individus. Et elle parle, c'est très intéressant comme expression, de pellicule protectrice des individus. L'anonymat comme pellicule protectrice des individus. Et d'ailleurs, c'est une notion clé pour l'anthropologie urbaine, notamment pour un anthropologue que beaucoup connaissent, pour ceux qui s'intéressent à la ville, Ulf Anners. L'anonymat, c'est véritablement aussi le fait le déroulement de la rencontre anonyme, c'est véritablement une des caractéristiques de la diversité urbaine. Et donc, c'est une vision finalement positive qui renvoie à cette question de l'individuation, mais qui, d'une certaine façon aussi, écrase d'une certaine façon les différentes sociétés urbaines sous ces différents types de qualificatifs. Une autre notion qui est utilisée pour désigner la diversité urbaine, donc on a vu qu'avec l'anonymat, c'est une façon en fait de gérer la diversité urbaine dans les espaces publics, où se retrouve la rencontre avec l'étranger, entre guillemets, avec une autre notion telle que cosmopolitisme urbain. Là, on voit aussi que c'est une manière également de renvoyer aussi au phénomène de la mondialisation, de la globalisation, et aussi de s'interroger sur les processus de ce que Ulrich Beck, le sociologue allemand, a appelé les processus de cosmopolitisation, c'est-à-dire qui sont pourvus de dimensions inconscientes et passives. Et puis, il y a aussi le fait qu'on a parlé également de cosmopolitisme vernaculaire. Souvent, la notion de cosmopolitisme a été, disons, liée aux élites cosmopolites, justement, qui voyagent et qui donc connaissent les codes culturels de différents pays qu'ils traversent. Et là, on est revenu aussi à la question des cosmopolitismes par le bas ou vernaculaires, notamment de la part des migrants qui, eux aussi, transcendent certaines frontières culturelles, certains styles locaux et qui participent à la création
de mondes transethniques, culturels, comme l'a notamment étudié Pnina Werner, cette anthropologue britannique. Et en fait, on se retrouve en fait devant des… c'est là où je voudrais justement, disons, apporter un bémol à cette utilisation de la notion de cosmopolitisme, c'est qu'on se retrouve devant aussi des formes de cosmopolitisme urbain très, très différenciées. À la fois des formes de cosmopolitisme urbain ouvertes, si on peut dire, où finalement la diversité est acceptée ou plus ou moins acceptée, mais en tous les cas peut au moins se déployer. Et puis des formes de cosmopolitisme urbain plus ségrégées, comme par exemple dans les États du Golfe, ou comme par exemple dans une ville comme Dubaï, où 80% de la population, ou Abu Dhabi, sont d'origine étrangère, viennent notamment de l'Asie du Sud-Est, mais où il y a toute une série de mesures qui sont prises pour différencier, notamment sur le plan juridique, les nationaux des étrangers, des migrants qui viennent de façon temporaire. Et il y a aussi des lois pour renforcer ce caractère temporaire de la migration. Donc, on peut voir que les formes de cosmopolitisme urbain sont très variées. Et donc, liberté de l'individu, grande ville et cosmopolitisme sont effectivement liés, mais on peut voir aussi que ce cosmopolitisme a une histoire. Le mot même de cosmopolitisme a une histoire. Pour le sociologue Richard Sennett, par exemple, qui parlait de cosmopolitisme par rapport aux classes ouvrières, aux classes populaires dans la ville de Paris, il liait ce cosmopolitisme à une expérience de la consommation. Lorsque ces classes populaires ont commencé à sortir de leur quartier pour aller justement acheter ailleurs des biens de consommation. Et donc, c'est d'abord cette diversité urbaine est liée à cette pratique de consommation qu'il a appelée cosmopolitisme, notamment pour aller dans les grands magasins. Mais le cosmopolitisme, donc comme expérience de la diversité urbaine, expérience aussi de la consommation, c'est aussi un mot qui désignait aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, certaines fractions de l'élite sociale qui pouvaient donc vivre entre plusieurs mondes, mais aussi se trouver à l'aise dans la diversité. Et donc, il y a aussi dans cette compétence, le cosmopolitisme peut être aussi une compétence qu'on a parfois trop tendance à faire passer des élites de classe, des élites de classe aux élites populaires pour essayer de souligner qu'il y a aussi dans cette mobilité également une mobilité non contrainte, alors qu'en fait, cette mobilité aussi, elle est contrainte, notamment pour ces classes populaires, même si elles peuvent vivre un type qu'elles ont des pratiques de cosmopolitisme qui ne sont pourtant pas assimilables au cosmopolitisme de l'élite. Et donc, ce cosmopolitisme peut être aussi varié, aussi varié que les sociétés urbaines, et elle n'implique pas obligatoirement un droit de cité dans la société urbaine et dans cette diversité urbaine. Le cosmopolitisme urbain, il sert d'abord à qualifier une pluralité ethnique, religieuse ou culturelle dans la ville, mais comme je l'ai dit, il peut être aussi un facteur de différenciation entre les villes du fait de ces différents types de cosmopolitisme. Il renvoie aussi ce cosmopolitisme de plus en plus aux quartiers d'immigration dans la ville, et donc est synonyme de diversité urbaine. Et dans le même temps, il ne faudrait pas que ce terme cache la diversité des situations urbaines et des formes de cosmopolitisme urbain extrêmement variées. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Franck, pour ton intervention, également très intéressante, et puis surtout avec des différences qu'on observe dans d'autres aires culturelles qui, je pense, sont importantes pour, comme maintenant c'est un peu à la mode de dire de cette manière-là, mais ça a toujours existé, de décentrer le débat et de parler aussi d'autres contextes que celui des pays du Nord.
Et voilà, nous avons donc environ une trentaine de minutes pour 25 minutes pour les questions et réponses. J'ai plusieurs questions. Je peux commencer. Donc, une première question pour Annick Germain de la part de Anna Triandafilidou qui pose cette question aussi bien à Annick qu'à Mireille. Elle pose la question de si vous pouvez discuter la dimension politique de l'usage d'un mot plutôt que d'un autre mot et comment en fait elle reflète les défis quant au sentiment d'appartenance à la majorité. Donc, est-ce que vous pouvez donner aussi des exemples d'usage de mots où on voit ce décalage entre l'usage politique et le ressenti, la manière dont ces mots s'insèrent dans le quotidien, notamment dans le contexte du Québec. Je laisserai Mireille d'abord. Alors, on commence par Mireille. C'est une très, très grande question, Amine et Anna. Je pense que dans le cas qui nous occupe, c'est justement là le nerf de la guerre. C'est que d'un côté, le mot est beaucoup plus politisé que de l'autre. Je ne veux pas dire qu'au Canada, le mot immigrant n'est pas politisé, mais clairement, il n'est pas politisé de la même façon qu'il peut l'être sur le continent européen dans toute sa diversité. Et donc, je pense que c'est justement là où le choc existe, c'est que cette utilisation-là est une façon où est reçue comme presque une racialisation pour certaines personnes qui n'avaient jamais eu ou presque comme une perte de classe sociale pour des gens qui n'avaient jamais nécessairement vécu des réalités comme ça ou qui n'avaient jamais pensé à leur trajectoire individuelle de cette façon-là. Mais ça ne veut pas non plus dire, je pense que ça, c'est compliqué parce qu'il faut parler de ça. C'est ce dont on essaie de parler dans notre projet, entre autres. Là, on parle d'autres choses aussi. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut penser qu'au Canada ou au Québec, le mot immigrant ou le vocable ou le verbe immigration n'a pas de consonance non plus et n'est pas nécessairement un terme qui peut être utilisé de façon stratégique et de façon politique pour rendre compte de certaines choses. C'est juste que, encore une fois, ce cadrage-là n'est pas politisé de la même façon. Donc, et ces différences-là sont complexes à traduire, je pense, pour les individus. Je ne sais pas si je réponds à la question, Annick, je peux peut-être faire du pouce un peu sur vous et en rajouter. Bien. Je ne sais pas trop quoi répondre parce que, en fait, c'est des mots qui sont pris en otage par le discours politique et c'est bien ça le problème, c'est qu'on n'arrive plus à les utiliser comme des descripteurs neutres. Alors, c'est un peu ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, que à la limite, on nous fait croire que dans les quartiers de forte diversité, ça ne se passe pas bien, alors que c'est faux. Ça se passe très bien. Mais pour réussir à capter cette réalité de la cohabitation pacifique mais distante, eh bien, il faut surtout éviter le piège des mots. C'est-à-dire, il ne faut pas aborder de front la question de la diversité, de l'immigration, de l'identité, etc. Parce que je crois que pour beaucoup de gens, ça se passe à des étages différents. Il y a ceux qu'ils entendent à la télévision, ceux qu'ils lisent dans les journaux, il y a d'une certaine façon leurs idées politiques, et puis il y a d'autre part ceux qui vivent dans la vie de tous les jours, je dirais même la vie quotidienne. Je ne parle pas de la vie au travail, je parle de la vie urbaine. Donc, aller magasiner, etc., se promener dans les parcs. C'est deux mondes différents. Et
je pense que c'est un gros défi aujourd'hui. Et personnellement, je pense que notre rôle de chercheur, entre autres, c'est de rendre compte de cette réalité dont les politiciens ne parlent jamais, dont les médias ne parlent jamais. Hein. On parle tout le temps des fusillades dans les quartiers très immigrants du nord de Montréal, et en évoquant tout un monde de violence, etc. Mais en fait, je pense que, et en même temps, c'est évident que de l'autre côté, des politiciens sont en train de forger de nouveaux mots, par exemple, vivre ensemble, ou bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'interculturalisme, bon, qui sont des mots qui sont assez vides d'une certaine façon, et qui sont là simplement pour procurer du capital politique à certains aux dépens de l'autre. Mais encore une fois, moi, ce que je trouve difficile et en même temps important dans notre métier, c'est de rendre compte de cet écart que, à mon avis, vivent beaucoup de personnes et qui oublient d'écouter la réalité quotidienne banale qu'ils vivent dans la ville et qui souvent, du point de vue de rapport avec l'autre, est tout à fait sans histoire, je dirais. Je ne suis pas en train, évidemment, de rentrer là-dedans les questions d'inégalité sociale, économique, etc. C'est autre chose. Je m'occupe surtout de la question de la diversité urbaine. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Anna, vraiment. Merci beaucoup Mireille et Annick. Younes Aouda aussi de CERC a posé une question je dirais dans le même sens. C'est une question qui s'adresse d'abord à Annick. Il pose la question de comment vous expliquez l'absence des termes du débat politique dans vos observations. C'est-à-dire, et j'ajouterai aussi une autre couche, je dirais, à cette question pour dire, nous aussi, chercheurs, parfois, vous avez bien dit que notre rôle consiste à combler, en fait, ce décalage, cette différence entre le monde politique et le vécu du quotidien. Mais nous aussi, chercheurs, en fin de compte, parfois, on tombe dans des jargons en sciences sociales qui peuvent être aussi très séparés de l'expérience du quotidien. Voilà, donc c'est un peu, j'ai combiné un peu ma question à celle de Younes, qui s'adresse à vous, évidemment à Annick d'abord, et puis Franck et Mireille, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Annick, on ne vous entend pas, le micro. Excusez-moi. Alors, je pense que ce n'est pas le propre du Québec, du Canada, c'est un phénomène qui se passe un peu partout dans les pays actuellement, et pour des raisons différentes, les questions de diversité sont devenues très chaudes, très politiquement investies. Et alors, on parle par exemple de l'effet de la crise des réfugiés et des demandeurs d'asile en Europe. Ici, ça n'a pas eu du tout le même effet. Absolument pas. Par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, face à la montée d'un certain nationalisme, la question de la croissance de l'immigration est devenue un thème politique extrêmement fort. Et alors, je pense que c'est la tentation. D'ailleurs, c'est pas par hasard, d'une certaine façon, qu'un certain parti politique au Québec n'a pratiquement pas d'élus dans la région de Montréal, qui est la région où se concentre le plus la diversité au Québec. Et je pense que on est dans
une conjoncture extrêmement dangereuse parce qu'il y a une espèce de déconnexion entre le monde auquel réfèrent les politiciens et ceux qui constituent la réalité des personnes. Alors, c'est pour ça que paradoxalement, nous, on a pu aller voir ce qui se passait dans les quartiers de classe moyenne, hein, parce que, bien sûr, on parle souvent des quartiers défavorisés, etc., mais nous, on voulait aller voir qu'est-ce qui se passait dans les quartiers de classe moyenne, ces classes moyennes qui sont souvent visées par certains discours politiques comme étant le cœur de la société, les personnes, comme j'ai dit tout à l'heure, payeurs de taxes, etc. Et à notre grande surprise, au fond, dans ces quartiers de classe moyenne, et puis on a choisi spécifiquement différents types de quartiers de classe moyenne, eh bien, on observait la même chose que ce qu'on avait observé ailleurs, dans des quartiers de grande diversité, c'est-à-dire qu'au fond, une coexistence sans trop de difficultés au niveau de la vie quotidienne, au niveau des espaces publics, des parcs, des commerces, etc. etc. Alors c'est sûr que ce que on a fait ne vaudrait probablement pas si on avait regardé les milieux de travail. C'est un autre type de milieu. Mais je pense que sur le plan de la vie urbaine, c'est quand même intéressant de savoir que la fracture dont parlent souvent les médias, elle n'est pas vraiment, elle ne se vérifie pas tant que ça au niveau de la vie quotidienne des urbains. Merci beaucoup, Annick, pour cette réponse complète. Franck et Mireille, est-ce que vous avez une réaction à cette… Oui, je voudrais juste intervenir sur le fait que, par exemple, on parle souvent de régime de civilité dans le sens de façon d'être dans la ville, de façon d'organiser, de gérer sa relation avec les autres, et qui fait en fait aussi partie de ses compétences citadines, c'est-à-dire des compétences des urbains, et c'est aussi une forme de politique en fait, parce que justement, cette gestion de la diversité est aussi un moyen aussi pas d'être politisé dans le sens d'appartenir à un parti, mais en tous les cas de gérer cette altérité aussi, qui est en fait pas simplement une altérité ethnique ou religieuse, qui peut être une altérité simplement de rencontrer des personnes qu'on ne connaît pas. Et ce régime de civilité qui est quand même assez propre à la ville, hein, comme je veux dire, qui se retrouve dans beaucoup de situations urbaines. Elle est aussi informée, elle est pas, parce que certains sociologues peuvent avoir tendance parfois à étudier, c'est difficile d'ailleurs, à lier différents contextes. Donc le contexte urbain de la situation et puis aussi un contexte plus général, un contexte politique. Et effectivement, ce régime de civilité que l'on retrouve en ville, il peut être aussi informé ou influencé ou affecté par un contexte plus général, politique notamment, où là, effectivement, des formes de stigmatisation, des catégorisations, etc., peuvent avoir un effet sur ces formes de ces régimes de civilité. Et donc, c'est effectivement là où on retrouve finalement le poids du politique également dans cette façon de gérer l'altérité urbaine et les rencontres avec l'autre. Merci beaucoup, Franck. J'essaie de combiner plusieurs questions pour vous poser une question à tous les trois sur la question sur le lien entre le fait de parler de la diversité aujourd'hui est devenu d'une certaine manière d'une part une réalité du quotidien, c'est-à-dire ce que les habitants vivent au quotidien, mais d'autre part aussi comme elle est entrée dans le discours politique, c'est aussi une manière de faire la politique et donc de construire du pouvoir. Et je pense que ce phénomène est observable aussi bien évidemment au Canada où la question de la diversité est partout, y compris dans toutes les institutions. Il faut d'une certaine manière parler d'inclusion et de diversité pour construire du pouvoir.
comme en France ou même dans des pays même autoritaires, où finalement parler de la tolérance ou de la diversité est devenu une manière de construire du pouvoir. Comment est-ce que vous voyez, en fait, quels sont les effets de cette interaction entre les deux mondes et les effets, en fait, de la récupération? C'est-à-dire que de plus en plus, on parle de la diversité, de plus en plus, on lui donne aussi la possibilité de devenir un instrument de pouvoir qui peut, en fin de compte, avoir des mesures plutôt exclusives et discriminatoires. Mireille, est-ce que vous voulez réagir à ce commentaire qui combine plusieurs questions? Peut-être Annick Zerman. J'ai déjà beaucoup parlé. Je voulais peut-être dire que je suis très frustrée parce que je vous regarde tous et je n'ai pas le temps de lire les nombreux messages dans le chat. Et c'est vraiment, je regrette. Je pense qu'il y avait des problèmes aussi pour entendre la question. Quelques problèmes techniques pour le son. Non, c'était vraiment sur la question générale qui résumait plusieurs questions. C'était le fait de, encore une fois, c'était toujours entre la sphère politique et la sphère sociale, c'est-à-dire les possibilités d'instrumentalisation de discours sur la diversité par la sphère politique, d'une part, et puis de fait que finalement, c'est bien, nous, les chercheurs ou d'autres gens, parler de la diversité pour donner de la visibilité à cette diversité. Mais dans cette visibilisation, je dirais, de la diversité, il y a aussi la récupération politique. Et on voit bien que cette récupération, elle existe aujourd'hui à travers les contextes très différents. Pour ma part, je travaille sur les Émirats arabes unis. Le discours sur la tolérance, il existe autant que, par exemple, au Canada. Donc, c'est la question de contexte libéral et illibéral, alors que finalement, parler de la diversité, c'est aussi construire du pouvoir. Donc, comment résoudre le problème? C'est le dilemme entre la nécessité de parler de la diversité et en même temps les possibilités de récupération politique. Mais si je peux permettre, Amine, j'espère que ma connexion est un peu meilleure. Donc, est-ce que vous m'entendez? Oui, d'accord. Moi, de mon côté, ça, je pense que c'est une position foncièrement canadienne. On est dans un discours on est dans un espace où il y a une utilisation de la diversité comme thème et comme référent par l'action publique très important. Donc, je pense que notre travail en tant que chercheur, c'est de reconnaître, de reconnaître l'importance de poser la question toujours quand un sujet, quand un acteur parle de la diversité, est-ce qu'il de quelle diversité il ou elle parle? Puis aussi pour moi, c'est vraiment la question, est-ce qu'il y a un effort d'historiciser cette diversité-là? Et là, je pense que Franck nous l'a bien montré. C'est-à-dire que les gens, en particulier, je peux penser dans le contexte du Québec et du Canada, il y a souvent une tendance à présenter la diversité comme un fait nouveau, en faisant l'économie de dire que ce qu'on pense, ce qu'on essaie de traduire en utilisant le mot diversité, c'est changement dans la composition ethnique et religieuse de la population du pays, mais il y a plein d'autres diversités qui existaient bien avant, qu'elles soient au niveau des classes sociales, qu'elles soient au niveau de l'expression religieuse, en tout cas, on pourrait aller un peu partout. Donc, c'est de toujours avoir de toujours poser cette question-là et de pas tomber juste de pas tomber dans le panneau de reprendre ces catégories politiques-là d'utilisation de la diversité pour nos catégories d'analyse sociale.
Et je pense aussi en tant qu'enseignant aussi de replacer ce discours-là dans un contexte, puis de toujours le présenter tout en le mettant à l'épreuve de la réalité et des faits. Donc, mais par contre, je ne pense pas d'un autre côté qu'il faut arrêter d'en parler puis d'utiliser ça comme catégorie d'analyse parce que c'est important, puis c'est important d'avoir des analyses fines, puis de plus en plus intersectionnelles, mais c'est vraiment, vraiment de se poser la question. Puis je continue à dire au Canada encore plus, parce qu'il y a eu une espèce de mariage pendant des années entre les chercheurs qui travaillaient sur l'immigration et sur la diversité et le langage étatique. Puis ces catégories-là, probablement parce qu'il y avait aussi une concordance idéologique vers une libéralisation des politiques et tout ça. Donc, ce langage-là a rarement été utilisé de façon ou rarement été critiqué. Puis quand il l'est fait, c'est souvent vu comme une critique très en marge. Et donc là, on est peut-être rendu à un moment où est-ce qu'on peut être un peu plus distant dans notre, ou en tout cas avoir plus de sagesse, disons, dans notre reproduction des catégories étatiques, des discours étatiques dans nos recherches. Donc, j'arrête là. Si je peux intervenir, Amine? Non, je disais justement, alors je ne vais pas utiliser le terme de diversité urbaine, mais plutôt celui de pluralisme ou de cosmopolitisme. Il y a aussi un usage politique finalement extrêmement fort. C'est-à-dire, donc toi, tu en as parlé pour ce qui concerne les États du Golfe qui mettent en scène leur pluralisme pour montrer leur degré de tolérance, etc. Mais moi, je pense aussi beaucoup, par exemple, à ce qui est loué, c'est-à-dire on fait l'éloge de ce cosmopolitisme méditerranéen des villes de côtières comme Alexandrie, Beyrouth, Smyrne, etc. Istanbul aussi à une certaine époque, qui montre justement ce pluralisme ethnique, culturel et religieux. Et ça peut aussi être une ressource également de mobilisation. Par exemple, au Yémen, il y a eu plusieurs romans qui ont été écrits dans les années 2015 d'auteurs yéménites sur une espèce de nostalgie d'Aden. Aden, à l'époque des Britanniques, pourtant c'est le colonialisme britannique, mais en même temps c'est considéré aussi comme le moment du pluralisme ethnique, religieux, etc. Et à Alexandrie, au Caire aussi, il peut y avoir maintenant une nostalgie pour les années Farouk. Pourquoi? Parce que c'était le moment où il y avait un parlementarisme aussi. Donc c'est-à-dire avant le coup d'État de 52, la mise en place d'un régime militaire, etc. Donc, et à Istanbul, notamment aussi, où j'étais il n'y a pas longtemps, effectivement, ce type de cosmopolitisme peut être une ressource pour montrer que dans nos sociétés, on peut aussi avoir un certain pluralisme par rapport au nationalisme fermé. Donc, c'est aussi un symbole d'ouverture. Dans le même temps, je pense que la question de la diversité urbaine, enfin le terme, la notion même de diversité urbaine, c'est un moyen en fait de trouver le terme le plus neutre possible peut-être. Donc qui permet à la fois de ne pas parler de multiculturalisme, de cosmopolitisme, etc., ou de pluralisme même, parce qu'il y a toujours une connotation positive à la notion de pluralisme. Alors que diversité urbaine, finalement, c'est une diversité qui est juste un constat, en fait, d'une certaine façon. Après, c'est le problème après du sociologue, du géographe, de l'anthropologue, de scolter avec ce type de notions et d'essayer d'en donner justement des définitions qui soient acceptables dans le champ scientifique et en même temps compréhensibles à l'extérieur. Merci beaucoup, Franck. Annick Germain? Oui, je voudrais peut-être changer un tout petit peu de registre et dire que souvent, les chercheurs, sans s'en rendre compte, alimentent les crispations des politiques à propos des questions de diversité et d'immigration pour une raison simple, c'est que pour faire nos recherches, bien sûr, nous avons besoin de financement et que souvent, il est plus facile d'aller chercher des fonds pour faire des recherches sur des problèmes que d'aller chercher des fonds pour faire des recherches sur des choses qui vont bien. Donc, par le fait même, on se retrouve toujours en train
d'alimenter les informations sur ce qui ne va pas bien dans les quartiers de forte immigration, etc. Et, et ce faisant, indirectement, on fournit des munitions aux partis politiques, notamment de droite. Alors, c'est un dilemme dans lequel se retrouvent souvent les chercheurs, c'est qu'au fond, on ne peut pas toujours facilement choisir l'objet de nos recherches. Et c'est clair que plus on va faire des recherches, par exemple, sur le racisme, etc., eh bien, plus ça va alimenter l'image implicite que nos politiciens ont de la réalité urbaine. Et je trouve que c'est un piège qu'il est difficile d'éviter. Merci beaucoup, Annick. Comme nous avons commencé 5 minutes, il me semble, en retard, je me permets de prendre 5 minutes de plus pour poser quelques questions qui restent. La question de Amr Kamal de CUNY University de New York, qui est plutôt adressée à Franck Mermier. Il pose la question de, je le cite, on parle du cosmopolitisme dans le contexte de la migration. Est-ce que la définition de cosmopolitisme ou de diversité change quand on parle des réfugiés? Une situation qui est pertinente à la situation, donc une situation qui est présente et omniprésente dans l'actualité, dans l'époque contemporaine. Et il pose cette question en lien avec la situation des réfugiés, normalement, notamment des réfugiés syriens en Turquie, que je crois, Franck, tu as étudié de près dans ta recherche. Oui, ben merci. Alors, juste, je voudrais juste dire donc effectivement, si je peux revenir juste avant, avec une question qui avait été posée sur la question des nomades, si c'est possible. Mais c'est très rapidement. Hein. Effectivement, j'avais prévu de parler d'Ibn Khaldoun dans mon exposé, mais je n'avais pas le temps. Effectivement, il y a la grande différence entre les gens des villes, al-Hadar, d'où vient le mot Hadara, civilisation, et les gens des Bédouins, al-Badou, le bédouinisme, si on peut dire, qui a une connotation plus ou moins négative, effectivement, chez Ibn Khaldoun. Le bédouin peut être valorisé dans le sens où il représente des valeurs très fortes, et puis aussi c'est une référence pour une catégorisation statutaire, tribale, etc. Et puis dans le même temps, effectivement, les mots qui désignent la civilisation en arabe, c'est soit Hadar, Hadara, soit Madina ou Tamaddoun, etc. Donc effectivement, il y a plutôt une connotation disons, négative, mais qui peut être plus complexe que ce que je viens de dire. Pour ce qui concerne effectivement les réfugiés, alors il y a aussi là aussi des pratiques cosmopolites. C'est-à-dire que je pense qu'il faut faire vraiment très attention dans ce mot cosmopolitisme qui souvent me gêne en fait, non pas que je le récuse, mais qui me gêne par son emploi idéologique. C'est-à-dire on peut avoir des pratiques cosmopolites avec des références cosmopolites et des savoir-faire ou des compétences cosmopolites qui peuvent nous permettre de passer d'un monde à un autre, avec d'utiliser différents codes culturels, si on peut dire. Et ça, ces pratiques cosmopolites, elles sont plus ou moins, et ces compétences, elles sont plus ou moins fortes selon les individus, évidemment, qu'ils soient ou non réfugiés. Hein. Je veux dire, donc ça, c'est voilà. Ensuite, il y a des situations de contrainte et de non-mobilité. Et ces situations de contrainte et de non-mobilité s'appliquent effectivement, malheureusement, aux réfugiés, qui sont par les règles juridiques, ne peuvent pas circuler facilement d'un endroit à l'autre, et souvent même sont empêchés de circuler, justement. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, le mot cosmopolitisme sera utilisé pour dire que avec la présence de réfugiés, donc venant d'un autre pays, etc., il y a une situation cosmopolite. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des situations cosmopolites avec le côtoiement de populations venues d'origines différentes, hein, qui n'ont pas les mêmes langues, qui n'ont pas la même origine ethnique, etc. Ces situations cosmopolites n'impliquent pas forcément des pratiques cosmopolites dans le sens où elles sont parfois juste à poser, elles ne sont pas obligatoirement mélangées. Donc, effectivement, ce mot cosmopolite, en fait, il a été revalorisé par certains anthropologues
qui parle, comme Michel Agier, qui parle de conditions cosmopolites pour dire que tout le monde, en fait, partage cette condition cosmopolite aujourd'hui dans un monde globalisé. Il a été revalidé par un sociologue comme Tarius pour dire qu'il y a un cosmopolitisme par le bas pour parler notamment des migrants qui vont d'un endroit à un autre faire du commerce, etc. Mais c'est comme s'il fallait, à travers cette notion-là, justement, revaloriser des populations subalternes du fait qu'elles sont soumises à des règles et à des lois sur lesquelles elles n'ont pas prises. C'est dans ce sens-là que j'utilise. Et donc, effectivement, le cosmopolitisme des villes de la Méditerranée, c'est un cosmopolitisme de bourgeois, de notables, qui n'est pas du tout, évidemment, le même que ces situations cosmopolites que l'on retrouve aujourd'hui avec l'arrivée de nombreux réfugiés en Turquie ou en Europe. Mais ce cosmopolitisme-là, d'ailleurs, celui de la Turquie avec notamment les 3 600 000 Syriens qui s'y retrouvent, n'est pas revendiqué par le pouvoir en place. Il ne va pas parler de cosmopolitisme. Lorsqu'il parle de cosmopolitisme, il va revenir à l'Istanbul de la période ottomane. Donc voilà, donc vous voyez, la charge idéologique du mot cosmopolitisme est très très fort et c'est pour ça qu'il faut faire attention avec son emploi. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Franck. D'ailleurs, une amie turque m'a recommandé de regarder la série télévisée Le Club, qui est une série télévisée turque qui justement survalorise le cosmopolitisme de la ville d'Istanbul, de l'après-guerre. Voilà. Donc, c'est intéressant aussi de voir comment cette forme de survalorisation de cosmopolitisme dans le temps participe en fait aux représentations politiques. J'ai une autre question, si on a encore un peu de temps, de Inouk Touzin qui pose la question de la définition de compétences culturelles que Franck a abordé dans sa présentation face à la diversité. Et Inouk Touzin pose la question de comment transmettre ces savoirs et en faire des fondaments accessibles à tous dans la société canadienne. Enfin bon, c'est d'abord la définition de la compétence culturelle et puis comment transmettre, si j'ai bien compris, ce savoir et en faire des fondements accessibles à tous dans la société canadienne. Je voudrais juste dire que, parce que j'ai utilisé le terme, qu'effectivement, ça a été très utilisé dans la sociologie urbaine, notamment en tout cas la question des compétences citadines ou des compétences urbaines, c'est-à-dire des savoir-faire pour se déplacer, pour être dans la ville, pour situer l'autre aussi dans la ville, etc., pour peut-être se sortir de situations également dans la ville en pratiquant des stratégies de dissimulation, etc., notamment dans les villes où il y a une forte insécurité, ou notamment pour les femmes pour éviter le harcèlement sexuel, etc. Enfin, tout ça, ça fait partie d'un savoir-faire en fait urbain, dont peut-être un des premiers, peut-être si on peut dire, un des premiers inspirateurs, c'est le philosophe et sociologue Michel de Certeau, avec ses arts de fer, notamment dans ses livres des années 70, qui étaient centrés sur la ville, et notamment lorsqu'il utilise le terme de rhétorique piétonnière par rapport aux piétons dans la ville, qui construit lui-même sa propre géographie urbaine, donc qui a un pouvoir sur la ville à travers ces pratiques qu'on appelait à l'époque les pratiques habitantes. Et je crois que c'est surtout… Donc cette compétence-là, elle peut aussi être utilisée de façon… comme on parle de capitale cosmopolite, c'est-à-dire avec l'usage de plusieurs langues, avec des goûts qui sont variés, etc. Il y a aussi des compétences culturelles par rapport à la gestion de l'altérité. Alors, comment elles peuvent être transmises, effectivement, à part par l'éducation, je laisse mes collègues peut-être compléter cette question. Personnellement, je me sens absolument pas compétente d'utiliser ces termes-là de compétences culturelles et en fait, je suis beaucoup plus intéressée dans mes recherches à questionner l'utilisation même de ce terme-là, au-delà des utilisations que Franck nomme, qui je pense sont adaptées. Le terme de compétences culturelles est souvent utilisé comme un autre terme à
un autre terme valise qui peut référer à plusieurs autres choses. Donc, c'est souvent plus la façon dont j'utilise. Donc, pas tant le définir à proprement parler, mais m'intéresser à la façon dont les acteurs eux-mêmes le définissent et aussi remettre en question potentiellement son utilisation au même terme que des termes comme l'expérience canadienne ou l'expérience en sol canadien, par exemple. Annick, est-ce que vous avez des commentaires là-dessus ou... Je reviendrai encore à la citation que j'ai indiquée tout à l'heure de Bart Van Leeuwen. Et je pense que plus on parle de compétences culturelles, plus on contribue à figer les choses souvent. Et parce qu'on est dans un domaine extrêmement sensible et où il ne faut pas sous-estimer les dommages que l'on peut causer aux personnes quand on aborde ces questions-là. Donc, encore une fois, sous les meilleures intentions du monde, se cachent souvent des pratiques peut-être risquées. Et bon, la notion de compétence culturelle en est une, comme la notion de compétence interculturelle, finalement. Même chose. Et donc, je pense qu'il faut faire très attention là-dessus. Merci Annick pour votre commentaire sur la notion de la compétence culturelle. Nous avons 4 minutes. On m'a dit qu'il faut qu'on termine à 1h45 lors de Toronto. Je pense qu'avec 4 minutes, je peux poser une dernière question et ensuite conclure. La question de Laure Assaf de l'Université NYU Abu Dhabi, qui participera d'ailleurs à notre conférence de demain. Elle pose la question de est-ce qu'on peut se demander ce que le langage de la diversité occulte? Aux Émirats arabes unis, par exemple, le discours sur la tolérance religieuse ignore et efface complètement la diversité de courants au sein de l'islam. Donc, Franck l'a aussi souligné avec la notion de ruralisation de la ville, comment la diversité peut être pensée comme une diversité interne, donc la tension qui peut exister entre ce qui peut être, encore, je pense que ça renvoie aussi aux questions du début de la conversation. Si je peux intervenir justement là-dessus, je pense que, bonjour Laure, donc je pense que la diversité effectivement interne, par le cosmopolitisme, justement par la louange, par comment dire, la valorisation du cosmopolitisme, c'est aussi un moyen, parfois, de valoriser la pluralité interne, la diversité interne. C'est notamment, justement, par le biais du cosmopolitisme, c'est un moyen aussi de reconnaître la diversité interne et donc le pluralisme interne. Et je crois que ça, c'est un élément aussi politique très important. C'est-à-dire que le cosmopolitisme peut être un moyen de faire retour sur l'intérieur à un moment où justement il y a clôture de l'intérieur, homogénéisation. Et donc, c'est dans ce sens-là. Juste pour la question de la compétence culturelle, je pense que c'est un élément justement qui est intéressant à avoir par rapport justement à ces différenciations internes de définition par rapport au cosmopolitisme. Il y a plusieurs formes de cosmopolitisme et je pense qu'il y a aussi plusieurs types de pratiques cosmopolites. Et donc, effectivement, dans ce cadre-là, disons, on peut oublier le terme compétences culturelles pour l'instant, mais il y a effectivement des arts de faire, des savoir-faire qui sont différents selon les personnes concernées et selon aussi leur propre expérience, à la fois de la ville et aussi du franchissement des frontières, leur expérience professionnelle, etc. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'on doit amener dans ces cadres d'analyse aussi un petit peu de diversité pour éviter que des mots soient des mots valises, en fait, soit des mots qui viennent finalement écraser des réalités différentes. Merci beaucoup sur ces commentaires et aussi les divergences finalement sur l'usage de ces notions en sciences sociales.
Je tiens à remercier toute l'équipe, tous les intervenants, Franck Mermier, Mireille Paquet et Annick Germain, d'avoir accepté de participer à cette rencontre, et aussi toute l'équipe du Consulat de France à Toronto pour leur soutien, notamment Adrien Laroche et Éloi Astier. Et puis aussi, il faudrait remercier les invisibles sans lesquels on n'aurait pas pu faire ce travail en 2 langues. Si je ne me trompe pas, Craig Pollock et Luke Natter et toute l'équipe qui nous ont permis d'avoir les sous-titres en français et en anglais. Merci beaucoup pour votre travail de traduction. Et en interne, évidemment, mes collègues Sintu Imaladassan et Laura Mathieu pour leur excellent travail de coordination, d'organisation et de communication. Et donc, nos activités continuent demain avec notre conférence sur la ville et migration. Quelques intervenants d'aujourd'hui seront présents et nous espérons vous voir pour les prochains projets rencontres en français, mais aussi demain en anglais. Merci beaucoup et à bientôt.